Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est en direct de la campagne yonnaise avec Sabine et Christophe. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour Anaïs. Vous êtes cofondateur de l'association VIDA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette association ? Alors c'est une petite association vendéenne qu'on a fondée à plusieurs en 2014 avec pour objet la protection des animaux et de l'environnement. Et on a décidé de se spécialiser récemment dans la protection des sangliers imprégnés. Ce sont des sangliers apprivoisés qui ne peuvent pas retourner à l'état sauvage. Parce que là, on est dans le seul refuge pour sangliers du territoire ? Oui, on est dans le seul projet de refuge parce qu'en fait, on a deux animaux ici, mais on est toujours en attente d'une autorisation préfectorale depuis plusieurs années, malgré toutes les démarches entreprises dans les règles de l'art. C'est extrêmement long, on ne comprend pas pourquoi c'est aussi long et on espère être bientôt officiellement le premier refuge de sangliers de Vendée. Pourquoi ça pose problème ici dans le département en Vendée ? Alors c'est une bonne question. En fait, pour avoir le droit de détenir des sangliers au-delà d'un spécimen, pour en avoir plusieurs, il faut avoir un certificat de capacité. Donc je remplis les conditions pour le certificat de capacité par rapport à mon niveau d'études et d'expérience. Et il faut ensuite avoir un parc avec des caractéristiques techniques assez précises, ce qui est le cas ici, puisqu'en fait on a un parc de quasiment 2 hectares avec du grillage enterré, un fil électrique. Tout est aux normes et pour autant, ça fait plusieurs années que les services de la préfecture se renvoient le dossier. A dit qu'il va s'en occuper et puis finalement il dit non, je ne peux pas vous accorder le droit. Donc il l'envoie à B qui dit qu'il finalement c'est A qui s'en occupe. C'est une partie de ping-pong qui dure depuis maintenant plusieurs années sans qu'on comprenne le motif du refus. Est-ce que vous pensez que c'est lié de près ou de loin à la chasse ? À la chasse, pas forcément, mais peut-être à l'image de l'animal. Peut-être que dans l'imaginaire ou pour certains, c'est une espèce un animal qui ne mérite pas d'être protégé parce qu'il est tout juste bon à être chassé selon eux. Et peut-être qu'il n'a pas dans leur esprit le statut d'animal protégeable. C'est peut-être ça, mais pour autant, les textes permettent la détention des sangliers. C'est dans la loi, donc j'ai envie de dire, quelles que soient les opinions de chacun, la loi doit être appliquée. Alors non, c'est pas du tout une ouverture au public. On ne le souhaite pas et ça n'est pas prévu. On est là pour que les animaux soient tranquilles. C'est pas notre projet. On a eu une visite du site il y a pas très longtemps. On attend une réponse d'ici ces prochains jours. On espère vraiment qu'elle sera positive. Et que enfin, ce long parcours administratif sera terminé et qu'on pourra vivre sereinement avec nos animaux comme on le souhaite. On a des horaires bien spécifiques de manière générale. On leur donne une fois le soir et on leur jette la nourriture qu'on peut apercevoir derrière moi. Qui nous est fournie de manière générale par des supermarchés avec qui on a des systèmes de partenariat. Vous les nourrissez du coup une fois par jour et après ? Après, en fait, une fois qu'on les a nourris, alors il y a la petite balade du matin déjà. Normalement, je viens sur les coups de 9h30, après suivant les emplois du temps. Mais en fait, tout ça pour dire que ils me suivent tous, les uns derrière les autres, et on va jusqu'à la mare qui est située au fond du terrain. On fait un petit tour. Alors là, j'assiste au bain de boue, aux séances de grattage sur les troncs d'arbres pour le déparasitage entre guillemets. Et puis les séances des câlins, quoi. Je les gratte au niveau du ventre et ils se laissent tomber sur le côté. Et puis on les entend gémir de plaisir, quoi. Ils sont contents. Et puis après on revient ici. Ce qui est étonnant, c'est que les sangliers, ce sont des animaux sauvages. Pour autant, vous décrivez comme si c'était des chiens. Mais en fait, une fois qu'ils sont imprégnés par l'homme, effectivement, le côté sauvage entre guillemets n'est plus aussi. Il n'existe plus, quoi. C'est comme vous dites, comme un chien ou comme un chat. On pourrait même lui apprendre dans l'absolu à donner la patte ou à s'asseoir. Est-ce que vous collaborez avec les chasseurs ici ? Je ne dirais pas collaborer, mais par contre, on s'entend. On a une bonne communication, c'est-à-dire qu'en fait, ils respectent énormément nos animaux. Ils font en sorte qu'ils ne soient pas effrayés, par exemple, par leurs chiens. Ils nous préviennent quand une chasse va avoir lieu en amont, donc on a le temps de mettre nos animaux à l'abri et de les rassurer. Donc c'est vraiment appréciable ce respect qu'ils ont de notre refuge. Vous, votre position concernant la chasse, c'est quoi ?
Je veux dire, les pratiques pour vous, est-ce qu'elles sont tolérables? Alors, déjà, moi, je distingue deux types de chasse. Je dirais, enfin, déjà, il y a la chasse que j'appelle de loisir. Ça va être la chasse à court et la chasse en enclos. Donc là, je suis absolument radicale, c'est non. C'est-à-dire que je la trouve inacceptable de A à Z. Ce sont des animaux pour la chasse à court qui sont épuisés. Le plaisir est de les poursuivre le plus longtemps possible. Donc ça, c'est une souffrance épouvantable pour l'animal. Et la chasse commerciale en enclos, n'en parlons pas non plus. Ce sont des animaux qui sont élevés uniquement pour être ensuite livrés dans des parcs de chasse, qui sont des vrais, où c'est des parties de baltrap, hein, ni plus ni moins. Donc là, ma position est extrêmement radicale. Après, pour ce qui est de la chasse qu'on appelle de régulation, je serai un petit peu moins radicale, même si des études du CNRS ont montré que la régulation par la chasse n'est pas forcément une bonne solution. Parce qu'en fait, quand les chasseurs tuent les mères de tête, ces mères de tête, en fait, il faut savoir qu'elles dégagent des phéromones, enfin des hormones, qui inhibent la reproduction de toutes les femelles du troupeau. Et donc, quand on tue la mère de tête, il n'y a plus de ces hormones dans l'air. Donc, toutes les petites laits qui, en temps normal, n'auraient pas eu de bébé, se mettent à se reproduire. Et en plus, il y a un agrénage, très souvent des chasseurs, ils nourrissent les sangliers. Un sanglier qui est peu nourri va avoir une portée par an. Un sanglier nourri, agréné, comme on dit, peut en avoir beaucoup plus. Donc en fait, les chasseurs, en voulant fixer les sangliers, les nourrissent, mais augmentent énormément le nombre de portées. Vous avez une capacité d'accueil donc de 2 sangliers pour le moment, mais vous recevez énormément d'appels au quotidien. Vous leur dites quoi aux personnes par téléphone ou par mail? Alors déjà, on essaye de s'assurer que c'est un état de nécessité, c'est-à-dire qu'il faut déjà que les gens s'assurent que la maman n'est pas loin ou que l'animal ne survivra pas sans leur intervention. L'idée, c'est vraiment de dire c'est un animal sauvage, sa place est dans la nature, c'est extrêmement important pour nous. On n'intervient que quand il n'y a pas d'autre solution. Et dernier recours. En dernier recours et quand la survie de l'animal est menacée. À peu près, je pense qu'il y a un sanglier sur 50 qui trouve une place. Là où d'autres animaux, c'est beaucoup plus simple de leur trouver une place, je pense au SPA ou ce genre de choses. Alors, il y a quand même un problème de saturation des SPA, mais je pense que nettement moins grave que pour les sangliers, parce que les sangliers, dans l'imaginaire, c'est pas un animal qui est à protéger. Donc, il y a une grosse différence aussi, c'est que le sanglier ne va pas vivre dans un box où il faut beaucoup de place quand même. Et puis un dernier message pour les téléspectateurs, si jamais ils sont confrontés un jour à un accident avec un sanglier, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils peuvent soit contacter le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche de chez eux, ou ils peuvent même entrer en contact avec nous parce qu'on travaille avec plusieurs avocats, des juristes, des vétérinaires faune sauvage. Donc, dans chaque cas, en général, on arrive à trouver, ou en tout cas à aiguiller vers une solution à la fois juridique et médicale pour le petit. Donc, si on peut essayer d'aider, on est là.